15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité, parolier, chanteur, chroniqueur régulier à la radio et figure historique de l'émission Télématin, mais aussi de Radio J. Frédéric Zetoun a côtoyé les plus grands noms de la chanson française tout au long de sa carrière musicale. Il est notamment l'auteur de Toutes les chansons ont une histoire, sortie aux éditions Ramsay et Fauteuil d'artiste. Aujourd'hui, Frédéric Zetoun nous fait découvrir son nouvel album, Les souvenirs de demain, qu'il emmène en tournée et notamment au Casino de Paris le 22 juin qui arrive. Il est aussi l'auteur d'un nouvel ouvrage issu d'une collection, le dictionnaire jubilatoire, qu'il consacre aux chansons d'amour chez HarperCollins. L'occasion comme toujours de redécouvrir notre invité et ce en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Frédéric Zetoun. Bonjour, comment ça va ? Ça va très bien. Je suis très heureuse de vous revoir et de vous recevoir à la maison. Mais c'est un plaisir pour moi de revenir dans cette maison que j'aime tant aussi. Et à qui vous manquez et nous aussi on vous aime tant. Voilà, pour faire court. Je vous avais reçu à 2 reprises pour votre album J'aimerais, mais aussi pour votre livre autobiographique Fauteuil d'artiste, sorti aux éditions L'Archipel. Les auditeurs bien sûr vous connaissent. On va évidemment reparcourir à nouveau votre vie et votre actualité aujourd'hui, mais avec toujours le même ADN, découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Et pour ce faire, cela a un petit peu changé, je vous demanderai 3 mots pour vous décrire, vous diriez lesquels ? 3 mots ? Alors, angoissé, fidèle et peut-être loyal. Angoissé, fidèle et loyal. Il y a un mot également. J'étais obligée parce que j'ai écouté l'album et je me suis dit, est-ce qu'on peut définir comme ça ? C'est un titre qui s'intitule Cyclotimique et c'est un titre qui m'a fait sourire, qui m'a fait rire parce qu'on voit que vous avez un incroyable second degré, une autodérision sur vous-même aussi. C'est la moindre des politesses quand même. Ouais, mais c'est rare Frédéric Zetoun. De toute façon, si à 60 balais on ne sait pas un petit peu qui on est, soit il faut changer de psychanalyste, soit il faut en faire. soit il faut courir en faire une. Non mais vraiment, mais Cyclotimique, c'est un titre qui a beaucoup amusé mon épouse. Oui. Voilà, parce que oui, effectivement, angoissé, parfois tous mes rêves sont à portée de la main, ça y est, on va y arriver, tout va bien. Enfin, je suis prêt à déplacer des montagnes et puis il y a des matins dans ce métier en plus qui n'est pas facile qui n'est pas facile, mais j'ai envie de dire pour globaliser qu'aujourd'hui je crois que quand on parle aux personnes, rien n'est facile. Exactement. Rien n'est facile et vous dites c'est un titre qui va vraiment parler à tout le monde, je pense, parce que vous dites hier j'étais le roi du monde, ce matin je ne suis que moi. Et c'est une très belle phrase, je trouve, qui va parler à tout le monde parce qu'on a tous des hauts et des bas finalement. Bien sûr, et on a tous des soirs où on est effectivement capable de déplacer, de faire déménager tous les océans et toutes les montagnes. Et puis il y a des matins où on n'est que soi. Et quand on n'est que soi, généralement, et quand on dit qu'on n'est que soi, c'est qu'on n'est que soi, mais version inférieure, quoi. On est plutôt dans le down. On est plutôt dans le creux de la vague. Et c'est vrai que voilà. Et ce métier, nos métiers de communicants, nos métiers d'auteurs, nos métiers, en plus la scène, honnêtement, on est toujours soumis à des vents contraires. Vous apprenez une bonne nouvelle, vous apprenez qu'une radio vient de vous rentrer en playlist et ça y est, tout s'ouvre et cette petite radio a des airs de radio américaine et puis vous apprenez une toute petite chose qui va vous contrarier et vous êtes moins que rien. Parce qu'il faut dire que l'on soit journaliste, présentateur ou même artiste, on est très souvent soumis au désir des autres. On existe beaucoup dans le désir des autres. Et je crois que la grande force, je dis pas que j'y arrive toujours, je veux vraiment pas faire le malin, mais je crois que la grande force aujourd'hui, c'est juste de faire ce qu'on a à faire. Ouais. Voilà, juste de continuer à faire ce qu'on a à faire. Le désir des autres, s'il nous rejoint à un moment ou à un autre, tant mieux, parce que c'est quand même pour ça qu'on le fait. Hein. On fait quand même ce métier, nos métiers, on les fait pour du public. Enfin, s'il y a personne qui vous écoute les après-midi, je pense que voilà, ça n'existerait pas. C'est parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vous écoutent et que vous êtes là. Et moi, j'essaie de faire des chansons qu'on écoute de plus en plus. Exactement. Et vous faites vos choix, vous, aujourd'hui, Frédéric Zetoun, parce que vous avez réussi à dire non. Et ça, c'est beau. Quand on vous tend la main, quand on vous dit allez, on rempile, et à un moment donné, vous dites non.
Non, C'est une belle force. ça n'a pas été facile. Oui. Ça n'a pas été facile parce qu'on n'est pas, on vit pas tout seul. On a charge d'âme. Je suis père de famille. Voilà, Mais encore une fois, j'ai la chance. Je vais pas trop parler d'elle. Après, elle va prendre la grosse tête. Mais j'ai la chance de vivre avec quelqu'un, avec une épouse qui me dit fais ce que tu as à faire. Wow. Fais ce que tu as à faire et on s'en sortira toujours. Et voilà. Et donc oui, effectivement, à la rentrée. À la rentrée de 2024, au mois de septembre, j'ai mis terme. Personne ne m'a poussé dehors. Alors c'est dingue, ça aussi, le nombre de gens qui veulent croire des choses qui n'existent pas. J'ai reçu, il n'y a pas très longtemps, le coup de fil d'un rédacteur en chef d'un journal. C'est pas un journal, c'est un torchon. Un torchon qui se vend beaucoup, un torchon qu'on voit beaucoup, qui se tire, je ne citerai pas de nom parce que j'ai pas envie de leur faire de la pub, en me disant, on fait un gros dossier, Télématin, plus rien ne va. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé avec eux ? Très bien. Il m'est arrivé que j'ai voulu partir. Pourquoi je suis parti par la grande porte, plutôt avec un bouquet de fleurs qu'avec un bouquet de crachats. Qu'est-ce que vous voulez savoir au juste ? En fait, les gens ne peuvent pas comprendre qu'on puisse juste se quitter dignement. Voilà, j'ai eu envie de partir de Télématin, c'était mon choix. Je voulais vraiment ne plus faire que des chansons et écrire des bouquins et être sur scène sans arrêt, n'avoir toute mon énergie et tout mon temps pour ça. Et puis c'est vrai qu'il y avait une confusion. Vous êtes à la télé, vous interviewez des gens et en même temps vous faites des chansons. C'est un peu confusant. J'ai eu le luxe de pouvoir me le permettre. Je le fais. Mais même là, c'est encore suspect. Puisqu'on parle de Télématin, Oui. j'ai un bisou à vous faire de la part d'Emma Guessel. Oh bah oui. Elle m'a dit tu embrasseras très fort Frédéric Zetoun. Alors c'est chose faite, fin de l'entre-soi. On va voir si alors tout ce qu'on vient d'évoquer va coller avec votre personnalité. Ces 4 mots, ou plutôt ces 3 mots que vous nous avez donnés. Et on démarre par le début, toujours le début. Frédéric Zetoun, on ne refera certainement pas les 2 mêmes émissions que la dernière fois, mais on va se rafraîchir les souvenirs. Vous êtes né un 2 juillet dans les années 60-61 pour être précise, Oui. à Tunis. Vous êtes le fils de Dolly et de Henri. Vous avez grandi aux côtés de vos 2 sœurs, Martine et Annie. Quel genre d'enfance, pour globaliser, vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi de Tunis à Aulnay-sous-Bois ? Enfance extrêmement heureuse, extrêmement choyée, difficile au niveau économique, assez compliqué au niveau du regard des autres, c'était pas simple, mais avec un amour à la maison que je souhaite à tous les enfants du monde. Un amour que vous nous avez confié très puissant, notamment du côté de votre maman. On va y venir dans un instant. Mais d'abord, j'aimerais revenir sur un petit point de détail que nous avions pas forcément creusé la dernière fois. Lorsque vous quittez la Tunisie, seul au départ avec votre père, vous n'avez que quelques jours, il me semble 8 jours. Exactement. C'est une époque qui est marquée par la guerre. Est-ce que vous avez déjà pensé au fait que peut-être vous avez sauvé la vie de votre famille ? Je n'ai jamais. C'est une excellente remarque que vous faites. C'est vrai que c'était les événements de Bizerte. C'est vrai qu'il devenait de plus en plus difficile pour des juifs tunisiens, pas parce que tunisiens, mais parce que juifs, de rester là-bas. Quand on pense. Mes parents n'étaient pas du tout français, mes parents étaient tunisiens, ils étaient citoyens tunisiens. Et ils sont partis parce qu'ils étaient juifs, parce que mon père ne pouvait plus travailler là-bas, parce que dans son petit commerce, dans sa petite entreprise, les fournisseurs ne le livraient plus. C'était vraiment par pur antisémitisme. Ouais. Ça me fait toujours rire quand on parle de cette espèce de ce fantasme des peuples qui s'entendaient si bien que ça. Non. Ils sont partis parce qu'ils ne pouvaient plus bosser là-bas, quoi. Il y avait vraiment un antisémitisme d'État. Et ça, c'est un petit peu... Donc, ils devaient partir, quoi qu'il arrive, et ils sont partis plus rapidement, parce qu'il y avait le sablier était retourné, et vraiment, pour moi, c'était une question de, non pas de jours, mais d'heures. Il fallait vraiment que je trouve un service hospitalier digne de ce nom dans les plus brefs délais. Alors c'est ce qui s'est passé, vous êtes arrivé à Paris avec votre papa et puis après la suite on la connaît et pendant ces premières années vous allez grandir entouré d'amour, de protection, je dirais même de surprotection, je crois savoir, de votre mère. Vous disiez, je crois me souvenir dans votre ouvrage autobiographique Fauteuil d'artiste, mon handicap l'a fait tellement souffrir, elle le refuse avec tellement de talent et de force qu'elle finit par me le rendre inexistant. Dans son regard et plus généralement dans les yeux de mes parents, je ne me suis jamais sentie empêchée ou diminuer de quoi que ce soit. Ils auraient tellement voulu que je sois debout qu'ils ont fini par me persuader que je marchais. Je cite
cet extrait aujourd'hui et permettez-moi ce parallèle tout à fait d'actualité parce que j'ai beaucoup pensé à l'histoire de Roland Pérez. Tout à fait. Roland qui est un ami. Qui a son film toujours dans quelques salles, je crois savoir, Ma mère, Dieu Qui et Sylvie cartonne Vartan. Est-ce que vous avec l'avez mérite. vu ? Je ne l'ai pas encore vu. Je ne l'ai pas encore vu. On en a souvent parlé avec Roland de son roman, puisque ça a commencé par ce roman. Mais oui, bien sûr, on a des histoires très très parallèles. Je pense qu'il est évident que ce film va vous toucher. Il est puissant et c'est votre vie qui se joue à l'écran. Vraiment, je vous conseille d'aller le voir, Frédéric Zetoun. C'est un film très très puissant pour ceux qui sont concernés et même pas ceux qui sont concernés. C'est l'amour d'une mère pour son enfant et la puissance. C'est ce qui fait le côté universel du roman de pas Roland. seulement, parce que dans la carrière de Roland Pérez, Sylvie Vartan va l'extraire de quelque chose. Dans votre cas, vous aimiez la chanson populaire de la radio, de Joe Dassin à Henri Salvador, Sacha Distel, Enrico Macias, pour qui vous avez écrit, et pas seulement, des enchanteurs dont vous connaissiez les noms par cœur et qui vous ont aidé, dites-vous. Mais vous aimiez aussi un artiste et peut-être cette chanson. Laisse-moi vivre ma vie. Non, je ne regrette. J'étais dans le taxi avec lui et là, en venant, j'étais au téléphone avec lui. Je ne le savais pas, il faut le dire. Frédéric François. Et puis bien sûr, vous allez lui écrire 75 chansons. 86 parce qu'il y a eu le dernier album. Et j'allais dire, et peut-être ce dernier album, il y en a un peu plus aujourd'hui. Est-ce que c'est ce que vous allez dire à votre mère à un moment donné ? Laisse-moi vivre ma vie enfin. C'est ce que je vais dire à mes parents de façon très farouche. Passer mon bac, quoi. Une fois le bac en poche, je vais faire un truc qui est complètement dingo. Je sais pas aujourd'hui je sais pas si mon fils me disait ça aujourd'hui, mon fils qui passe son bac dans les jours qui viennent. Si Simon me disait ça aujourd'hui, je suis pas sûr que je pars avec un sac à dos. Je ne connais pas les États-Unis. Je pars avec un sac à dos, donc en fauteuil roulant, avec une guitare, un sac, et j'ai un point de chute là-bas. Je leur ai quand même donné un point de chute, sinon ils m'auraient jamais laissé partir. Je pense qu'ils auraient fait barrage de leur corps. Vous rappelez Interpol. Et donc voilà, je pars à New York avec un point de chute, et à partir de là, je vais rester 3 jours dans cette famille d'accueil, et je vais faire la côte Est en stop. Vous allez donc très vite vous émanciper quelque part. Vous diriez que c'est la musique qui, d'une certaine manière, vous a sauvé de tout. Oui, bien sûr. Il y a des chansons qui sauvent, bien sûr. Bien sûr. On va parler de ces chansons qui vous ont marqué sans doute dans un instant, mais depuis petit, à l'âge de 10 ans, vous griffonnez des paroles, mais aussi des poèmes qui sont la décharge de vos émotions, si je puis dire, mais aussi pour séduire le cœur des fillettes qui vous plaisent. Est-ce que vous avez changé, Frédéric Zetoun ? Pas du tout. Je voulais savoir si vous étiez toujours le même. Vous savez, on a toujours ce cœur d'enfant en nous. Absolument pas. J'en ai peut-être un peu plus conscience maintenant, mais justement, il ne faut pas en avoir confiance. Je crois qu'on écrit des bonnes chansons quand on reste l'adolescent qui fait des chansons pour séduire le cœur des fillettes, comme vous dites, qui sont un peu moins fillettes maintenant. Hein. C'est ça, et qui grandissent évidemment. Alors depuis, vous n'avez jamais arrêté d'écrire, de composer, bien sûr. Beaucoup ont voulu vous décourager, notamment dans les filières générales, pour des filières professionnelles, mais vous n'avez rien lâché. Vous avez fait des études supérieures, notamment un DESS en droit d'auteur et de la communication audiovisuelle, mais finalement, vous n'avez jamais arrêté de travailler dans le milieu des médias, mais rien lâché, surtout à la rencontre de l'univers artistique, d'artistes, du vaste milieu musical. Et vous êtes devenu ce célèbre parolier. Vous avez écrit pour tellement d'artistes, c'est vrai. Enrico Macias, que vous écoutiez quand vous étiez jeune, Louis Bertignac, Hugo Frey et bien d'autres, mais aussi Frédéric François. Y a-t-il quelqu'un avec qui vous rêveriez de travailler aujourd'hui ? Il y avait quelqu'un, mais qui n'est plus. Donc ça restera un rêve, un regret. C'est Morane. Morane, j'aurais rêvé d'écrire pour cette voix. On s'est rencontrés, on avait fait une chanson pour elle avec Alec Mention. Alec Mention, vous savez, c'est l'amour. C'est Alec avec qui nous avions écrit quelques chansons, dont une pour elle. Elle a été maquettée, elle nous a dit qu'elle avait maquetté, puis bon, voilà, elle n'avait pas trouvé cette chanson, n'avait pas trouvé sa place dans l'album. Ça restera un regret, parce qu'elle avait quelque chose dans la voix. Elle chantait pour les anges, quoi. Il y avait quelque chose de complètement. Ça fait partie de ces rares artistes
quand vous l'écoutez, quand vous écoutez sa voix, vous vous envolez avec elle. Oui, beaucoup me parlent d'elle avec beaucoup d'émotions, notamment Liane Folly qui était à votre place Son amie. il y a quelques années maintenant, Oui. ou quelques mois, avec beaucoup d'émotions. Et c'est vrai qu'on a la sensation que c'était une personne assez unique et ça le reste aujourd'hui aussi. Je crois que c'est quelqu'un qui a fait ce métier comme on doit le faire, c'est-à-dire avec don. Avec don. Elle n'est pas venue prendre, elle est venue donner. Et la preuve, c'est que voilà quelques années qu'elle nous a quittés et qu'elle n'a jamais été aussi présente. Et peut-être que c'est votre cas aussi à vous, Frédéric Zetoun, parce que vous avez beaucoup écrit pour les autres, vous avez beaucoup donné. Et puis c'est vrai qu'à un moment donné, je l'entends, vous avez envie d'écrire pour vous. Ce qui m'empêche pas de continuer à écrire pour les autres. Tout en continuant à écrire pour les autres. Mais enfin, on vous voit sur scène pour vous, j'ai envie de dire. Ça s'est pas fait exactement comme ça. Moi, je n'ai jamais fait ce métier d'écrire pour les autres comme un pis-aller. J'ai jamais pris ça comme une solution, comme un lot de consolation. Jamais. J'étais ravi d'avoir. Je me rappellerai toujours de l'émotion. Mon père était fan d'Enrico Macias. Quand je suis rentré il y avait encore des disques souples à l'époque, des premiers pressages d'un 45 tours de Enrico où je voyais, où il était marqué musique Enrico Macias, paroles Frédéric Zetoun. C'était pour moi une véritable fierté d'écrire pour ces gens-là, d'écrire pour des gens comme Frédéric François, comme Carlos, comme Michel Thor, comme Bertignac, dans un tout autre registre. Ça a toujours été quelque chose d'important pour moi. J'ai jamais fait ça en me disant dommage que j'ai pas pu faire autre chose. Bien sûr. Et puis un jour, j'ai un éditeur qui s'appelle Gérard Davoust, que j'aime plus que tout, qui a 89 printemps aujourd'hui. Ce sont vraiment des printemps, qui était l'associé de Charles Aznavour. Ces deux-là m'ont édité pendant des années. Et un jour, poussé par Charles et Gérard, il y avait des chansons qui étaient là et qui ne pouvaient pas être enregistrées par d'autres gens. Et ils m'ont dit, mais pourquoi tu les chanterais pas toi ? Voilà, c'est tout. C'est vraiment venu comme ça. J'avais pas de revanche à prendre. J'ai aucune revanche à prendre. Moi, je suis très heureux de ma vie. Juste aujourd'hui, j'ai des gens qui croient en moi et qui me poussent à monter sur scène. Je le fais. Évidemment. Et c'est quand même votre premier amour, avoir envie de chanter et d'être sur scène. Donc on a envie de dire, ça fait plaisir que vous y soyez. Oui, mais mon premier amour, c'était vraiment d'écrire. Ouais. J'ai fait un premier 45 tours à l'âge de 22 ans. C'était vraiment un premier truc que j'ai fait quand j'ai vite compris que ma place était plutôt derrière. En tout cas, à l'époque, je pense que ma place était plutôt derrière. J'étais pas prêt du tout. J'avais pas du tout compris les codes de ce métier. J'avais pas compris grand chose. Il suffit de voir ma première télé que les enfants de la télé ont ressorti la semaine dernière. J'ai revu ces images avec un peu de gêne et beaucoup d'émotion. J'étais pas prêt. Ouais. Donc, autant écrire et encore une fois, écrire pour les autres, rencontrer des gens qui m'avaient donné envie de chanter, qui m'avaient donné envie d'écrire, qui m'avaient donné envie de vivre et d'écrire des chansons pour eux. Frédéric François, c'était une rencontre, c'est carrément, vous êtes fan à 6 ans et vous vous retrouvez à écrire 86 chansons avec le mec. Bien sûr. C'est quand même, c'est improbable quand même. C'est une belle consécration, on peut dire. C'est un vrai plaisir. C'est souvent le mot que vous employez. C'est un vrai plaisir. Parce que la consécration, je sais pas ce que c'est. La consécration, c'est de se lever le matin et de vivre. C'est déjà une belle consécration. C'est la meilleure consécration. Je suis bien d'accord avec vous, Frédéric Zetoun. Après 3 albums salués par la critique, des prestations remarquées au Casino de Paris, il y a 3 ans au Trianon en 2023 et à 2 reprises au Francophonie de La Rochelle, vous retrouvez votre public sur la scène du Casino de Paris. Ce sera le 22 juin prochain avant de partir en tournée. Il y a un nouvel et 5e album, je crois savoir, ou peut-être même 6e. 5e, aussi personnel qu'universel, vous dites. Vous souhaitez peut-être toucher l'oreille et le cœur des auditeurs avec ces 12 titres qui sont aussi authentiques que vous. On peut le dire. Merci. Quand on écoute l'album, Merci. c'est tout à fait sincère. C'est un album que vous avez voulu à l'image de votre vie, avez-vous dit. À l'image de la vie, tout simplement, avec des grands moments d'humour, des moments d'autodérision, parce qu'il en faut, et puis des moments d'émotion. On vit pas sur une île déserte. Il y a des choses qui arrivent. En tant que juif, on n'est pas non plus épargné en ce moment. Il y a un titre. Je suis très très fier d'aller le chanter pour une cérémonie de Yad Vashem la semaine prochaine. Le musée des horreurs. Le musée des horreurs, voilà, c'est une chanson. J'aurais préféré ne jamais avoir à l'écrire, mais voilà, elle est là. On va en parler dans un instant, mais tout de suite, on va écouter un medley de cet album et puis on décortique. Le fond de l'air est frais, l'histoire on la connaît. Il nous faut bien veiller, ne pas les bras baisser. Le fond de l'air est frais. Sans défi, sans pari, sans vouloir à tout prix
blagues coquines je saurais raconter et que même les moins fines me feront rigoler. Je sais que je n'aurai jamais fini d'aimer. C'était de ces drôles d'idées que l'on croyait à tout jamais, déportés vers d'autres rivages, le grand retour du Moyen-Âge. Cyclotimique, pire qu'un toc ou qu'un tic, il me suffit d'un hic pour changer de musique. Cyclotimique, pour les bilans, pour les couronnes et les lauriers, et pour radoter au présent nos petits exploits du passé. Je ne pensais pas que vous m'aimiez tant, avoir vos airs de vrai faux cul, là pour un peu vous m'auriez eu. Le repos du guerrier contre toi désarmé, faire une pause, une trêve, dans ton lit retrouver la sève, et en admettant qu'il existe, a-t-il de divines raisons? Tous les soleils du monde peuvent aller se coucher, la course des secondes, emplir les sabliers, toutes les aiguilles du monde pourront toujours tourner, tant qu'une simple seconde de vie me sera donnée. Je sais que je n'aurai jamais fini d'aimer, tant qu'une humeur. Restez avec nous, on continue cette émission avec Frédéric Zetoun pour son nouvel album Les Souvenirs de demain, en tournée notamment Casino de Paris le 22 juin, avec la sortie également du dictionnaire jubilatoire des chansons d'amour chez HarperCollins. On en parle dans un instant, mais tout de suite c'est le rappel des titres sur Radio J. Je n'aurai jamais fini d'aimer. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. – 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanine Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Un troisième site de distribution d'aide humanitaire géré par la controversée Fondation humanitaire de Gaza va ouvrir aujourd'hui dans le centre du territoire, annonce l'armée israélienne. Comme les deux autres, ce centre est prévu pour pouvoir fournir de la nourriture et de l'aide humanitaire à 300 000 Gazaouis chaque semaine. L'émissaire américain pour la Syrie appelle à un pacte de non-agression avec Israël, les deux pays ayant des relations sous tension. Le problème entre la Syrie et Israël peut être résolu et cela commence par un dialogue, déclare cet après-midi le diplomate. Le président turc Recep Tayyip Erdogan appelle la Russie et l'Ukraine à ne pas fermer la porte au dialogue. Il dit à espérer la reprise lundi de pourparlers à Istanbul entre Moscou et Kiev. De son côté, la présidence russe dit attendre la réponse de Kiev quant à la proposition de Moscou d'organiser un deuxième round de négociations directes, proposition faite hier. Emmanuel Macron est arrivé à Singapour pour la dernière étape de sa tournée en Asie du Sud-Est qui l'a conduit au Vietnam et en Indonésie. Le chef d'État doit rencontrer son homologue singapourien ainsi que le Premier ministre du pays. En France, Bruno Retailleau demande au préfet de sécuriser les fan zones et tous les lieux où sera retransmise samedi la finale de la Ligue des Champions qui opposera le PSG à l'Inter Milan. Dans un télégramme, le ministre de l'Intérieur fait référence à l'incident survenu à Liverpool lundi où un automobiliste a foncé dans la foule lors d'une parade pour célébrer le titre du club en Première Ligue. Enfin, l'Assemblée nationale a approuvé hier soir la suppression des zones à faible émission qui interdisent la circulation de certains véhicules polluants dans les grandes villes. Sa fin reste néanmoins suspendue au vote sur le projet de loi tout entier. Et merci beaucoup Etani Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une pause et on retrouve Frédéric Zetoun et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J.
Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Jacques Fredge, directeur du Mémorial de la Shoah. 80 ans après la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, nous sommes confrontés à une vague sans précédent d'antisémitisme, de désinformation et de tentatives d'instrumentalisation de l'histoire de la Shoah. Pour développer ces actions pédagogiques et transmettre à toujours plus de jeunes des connaissances historiques sur la Shoah, pour déconstruire les préjugés, pour redonner un sens aux mots contre la haine en ligne, pour former les enseignants, le Mémorial a besoin de votre soutien. 75% de votre don est déductible de votre IFI. Faites un don. Mémorialdelashoah.org. Merci. Et si Shavuot pouvait nous aider à revitaliser notre démocratie? Dimanche 1er juin, dans les synagogues parisiennes de judaïsme en mouvement, venez célébrer le don de la Torah lors d'une nuit d'études avec les rabbins de judaïsme en mouvement et des philosophes qui questionneront la démocratie et les 10 paroles ou comment un texte ancestral peut reconstruire un dialogue démocratique. Avec François Racheline, Dominique Schnapper ou encore Vincent Payon. Programme et réservation sur judaïsmeenmouvement.org. judaïsmeenmouvement.org. Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah Cohen. Du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci d'être avec nous et de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, Frédéric Zetoun, pour son nouvel album Les Souvenirs de Demain, en tournée notamment au Casino de Paris le 22 juin. Dans cet album, Frédéric, on découvre des sublimes ballades, bien sûr, poignantes, et j'aimerais m'attarder sur 2 d'entre elles. Bien sûr, la première que nous sommes en train d'écouter, qui s'appelle Gilles Song. Oui. Forcément, la façon dont est écrit Gilles ne pouvait que nous faire penser, quand on le connaît, à Gilles Taïeb. À notre ami. C'est une chanson qui lui est destinée. Dans quel contexte, quel moment vous l'avez écrite? Cette chanson, je ne l'ai pas écrite. Cette chanson a été dictée. Nelou Cohn, que vous connaissez très bien, qui est le directeur de cette radio, nous savions que Gilles était malade, et je reçois un coup de fil à 23h le 15 avril au soir, m'annonçant que Gilles n'était plus. On savait qu'il vivait ces derniers, mais voilà. Coup de fil que l'on redoute, et voilà. Et j'ai pas dormi de la nuit, et le matin, j'avais plein de trucs à faire, j'ai tout annulé. Je suis pas spécialement compositeur, j'écris toujours mes textes, les musiques parfois. J'ai mis les mains sur le piano, je vous jure que c'est vrai. C'est pas, je suis pas devenu fou, je joue pas le mystique à 2,50 €. J'ai mis les mains sur le clavier, cette chanson est venue. J'ai toujours sur mon clavier, j'ai toujours sur mon piano le papier. J'ai raturé un mot, il y avait un mot que cette chanson m'a été dictée, paroles et musique, et j'ai pas changé j'ai changé un mot. Quel était ce mot de départ? Je m'en souviens plus, il y avait un truc qui était pas heureux dans la syntaxe, mais tout l'essence même de la chanson est là, quoi. Ouais. Et je voulais absolument l'enregistrer, parce que je pense qu'au-delà de Gilles, pour qui bien sûr cette chanson est écrite et à qui elle est dédiée, je pense qu'elle parle de la sidération que l'on peut ressentir quand quelqu'un que vous aimiez n'est plus là. Ouais. Vous dites, vous évoquez ces jours sans, ces jours sans soucis, sans combat, sans courir, sans agir, sans rien à conquérir, sans plus rien à guérir. Et parce que Gilles était quelqu'un qui a cru qu'il allait conquérir toute sa vie, qui a jusqu'au bout a cru qu'il allait guérir, qui avait même fini par nous convaincre qu'il allait guérir. Ouais. C'était quelqu'un qui était pas du tout, c'était quelqu'un qui était avec. C'est quelqu'un qui était toujours avec l'autre, qui était toujours avec ses amis, avec les causes qu'il défendait. Donc écrire une chanson qui s'appelait Les jours sans, le jour où il était plus là, ça me paraissait évident. Évidemment, et vous dites je n'aime pas les jours sans toi. Non, c'est la chute de la chanson, bien sûr. Vous réalisez que cette personne, pour qui, s'il y avait vraiment un mot qui ne lui allait pas, c'était le mot décès, quoi. Gilles, c'était la vie. Ouais. Et donc voilà, le jour où vous réalisez, parce que voilà, c'est devant vous, certains, chacun fait comme il peut, certains prient, moi j'ai mis les mains sur mon piano. Quand j'ai entendu cette chanson, forcément, je me dis que ce que vous évoquez aussi, c'est le fait de rester ici sans lutte, sans combat, parce que c'est vrai que Gilles Taïeb, c'était un homme de tous les instants, de tous les combats, de toujours être dans l'action, à militer, à pousser les autres. Et c'est vrai que sans lui, on se sent un peu démuni quelque part. Moi, je ne cesserai de penser qu'il était celui qui murmurait
à l'oreille d'Emmanuel Macron et depuis qu'il est parti, je pense qu'on a perdu un grand combat à cause de ça. Il n'y a plus beaucoup de murmures en tout cas. Voilà. Non mais c'est vrai et puis au-delà de ça, c'était pour moi quelqu'un qui incarnait la vie. Voilà, une espèce de jouissance, de volupté à vivre. Et des gens comme ça, vous n'en rencontrez pas tous les matins. C'était vraiment un type exceptionnel, extraordinaire au sens étymologique du terme. Et il fallait faire une chanson pour dire qu'on avait perdu quelqu'un d'exceptionnel. Et vous avez très bien fait. Il y a une autre chanson que je souhaitais évoquer avec vous sur cette antenne. Peut-être une de mes préférées aussi, Le Musée des Horreurs, parce qu'elle est très très poignante. De façon évidente, c'est une chanson pour le 7 octobre, sur le 7 octobre, un lendemain de fête. Les mots sont forts. Est-ce que vous voulez nous l'expliquer ? Cette chanson, et j'ai mis longtemps à l'écrire. J'ai vu très vite des gens composer des choses. Voilà, chacun fait comme il veut. Je n'ai pas toujours trouvé très très heureux ce qui a été publié sur ce thème-là. Et je voulais parler de la barbarie. Alors bien sûr que c'est né au lendemain du 7 octobre, mais de la barbarie de façon plus générale. Et quand on parle de barbarie, on parle généralement de la Seconde Guerre mondiale, on parle des camps, et on se dit plus jamais ça. Ouais. On a vu pire que ça. On a vu pire que ça dans le sens où là, la barbarie était revendiquée. Les Allemands, quand les camps ont commencé à être libérés, ils ont tenté, tant que faire se peut, ils n'ont pas pu faire grand chose, mais de mettre un petit peu l'horreur, de mettre le tapis dessus, quoi, en fait, de cacher un petit peu. Il y avait des horreurs qu'ils ont essayé de cacher. Là, non seulement on la cache pas, on la filme, on la tourne, et on la montre aux gens. Ouais. C'est la terreur dans ce que ça peut avoir de pire. Et outre de parler de cette terreur, moi, il y a quelque chose qui me choque profondément en ce moment. On parle de génocide. On oublie ce qui s'est passé le 7 octobre. On oublie qu'à Gaza, il n'y avait plus un soldat israélien. On oublie que Gaza était un territoire entièrement aux mains des Palestiniens. Enfin, on l'oublie ça. Enfin, qui est responsable de quoi aujourd'hui ? Enfin, je sais pas, mais on marche sur la tête. Aujourd'hui, on en veut aux agressés. On oublie qui a été l'agresseur. Enfin, aucune mort d'aucun enfant ne saura jamais me réjouir. Mais aujourd'hui, c'est même pas en tant que juif, c'est en tant qu'être humain, en tant qu'être qui a la justice chevillée au corps. Mais on est en plein délire. On est en train d'attaquer des gens qui ont été des victimes avant toute chose. Avant de parler de Gaza, on parle des 1800 Israéliens qui ont été tués, massacrés, coupés en morceaux. Oh non, mais c'est scandaleux, je trouve, que de parler... Et alors, le pire de tout, vous parlez d'Emmanuel Macron, de dire pour le génocide, les historiens jugeront, ça, c'est pire que tout. Bien sûr. Ça, c'est scélérat. C'est vraiment scélérat. Je vous rejoins. Vous dites dans cette chanson très importante, déporté vers d'autres rivages, le grand retour du Moyen-Âge, c'était des façons de violer et de bâillonner la pensée, la liberté prise en otage et la terreur pour seul courage. Bien sûr, on va évoquer cela dans un instant avec l'édito de Madar, mais j'aimerais dans un autre titre plus léger, et vous allez comprendre pourquoi, en duo avec Annie Dupéré, ensemble vous dites « Tant que ». Vous n'aurez jamais fini d'aimer. C'est une déclaration à l'amour, mais aussi à la vie, puisque c'est vrai que quand on voit cette horreur, qu'on voit le musée des horreurs, on se dit finalement pour aller mieux, tant qu'il y aura une once de vie, on n'aura jamais fini d'aimer. Effectivement, et comme l'amour c'est la vie, on n'aura jamais fini de vivre. Comment s'est fait ce très joli duo ? Alors ce très joli duo, cette histoire d'amitié avec Annie, vous savez, il y a des coups de cœur amicaux, comme des coups de cœur amoureux. Annie, je l'avais rencontrée sur mon précédent album. J'étais parrain d'une association dont elle avait été marraine l'année d'avant. Donc elle m'avait transmis le flambeau à l'Alhambra à Paris dans un très joli théâtre. Et elle avait dit un texte de chanson et je l'avais trouvée absolument flamboyante. Je connaissais cette femme, bien sûr, comme tout le monde, mais je la connaissais pas intimement. Et à la fin, je lui ai dit, vous savez, dans mon album, j'ai un parler chanté qui s'appelle J'aimerais. J'aimerais bien vous l'envoyer, mais elle m'a tutoyé tout de suite. Mais envoie-moi ça, bien sûr. Enfin, Annie Dupéré dans toute sa démesure. Et non seulement je lui ai envoyé, puis elle m'a répondu très vite. Elle m'a dit très bien, on le fait. Elle a fait, elle est venue et donc on avait fait ce premier duo et puis là on a eu envie de continuer l'aventure. Elle m'a dit là tu m'avais fait parler, maintenant je veux chanter, donc tu m'écris une chanson où je chante. Je me suis mis au boulot et voilà,
Et elle chante et vous chantez ensemble. Il y a aussi des titres plus légers comme le tribute à moi-même, bien sûr, qu'il faut absolument découvrir avec des jolis parallèles. Vous parlez de Sardou, je ne dirais pas tout, mais de Michel Jonas ou encore de Claude François. Une chanson, bien sûr, où il y a beaucoup de sourires. Et je voulais bien sûr évoquer votre livre, Le Dictionnaire jubilatoire des chansons d'amour. Après, toutes les chansons ont une histoire qui vous a mené en télévision. Toutes les chansons d'amour ont une histoire. Et si les chansons m'étaient comptées, vient de paraître donc ce dictionnaire consacré aux chansons d'amour. Et j'aime beaucoup la manière dont vous en parlez et le pourquoi vous avez accepté d'écrire ce livre. C'est le mot jubilatoire qui m'a fait accepter. Les éditions HarperCollins ont lancé une collection. Dictionnaire, ça fait toujours un petit peu rébarbatif, ça nous ramène à des souvenirs de lycée. Jubilatoire, oui. Jubilatoire avec une vraie liberté de ton. En fait, il ne s'agit pas de lister des chansons d'amour et d'en raconter l'histoire, mais vraiment de les regrouper par des entrées, par un index, par un abécédaire, de les regrouper par thème. Et c'est vrai que quand on parle de chansons d'amour, on pense à l'accent. Je suis pas sûr que Je n'ai pas changé de Julio Iglesias eu le même succès avec l'accent titi parisien. La main, le regard, la séparation, les larmes. Et à chaque fois, je me suis amusé à voir comment ces thèmes-là avaient été traités en chanson et à voir aussi comment le langage amoureux, ce n'est pas un livre universitaire, ce n'est pas un livre savant, mais quand même, il y a un petit sous-texte qui prouve aussi que le langage amoureux a complètement changé et évolué au fil du temps. Et vous dites, on apprend notamment que le téléphone, la cigarette ou encore la météo ont beaucoup inspiré les paroliers en quête de mots d'amour. Quel mot vous a le plus inspiré au cours de votre carrière de parolier, vous, Frédéric Zetoun? Le mot qui revient le plus souvent, oui. On me l'a fait remarquer il n'y a pas très longtemps, c'est le mot vie. Ah. Ça m'a pas plus surpris que ça d'ailleurs. Ça vous va très bien évidemment. Alors bien sûr, quand on parcourt cet ouvrage de A jusqu'à Z, on découvre des histoires. Est-ce qu'il y en a une en particulier que vous voudriez nous raconter? Bien sûr, comme ils disent, le texte bouleversant d'Aznavour sur l'homosexualité chanté en 1972. Peut-être si vous voulez parler de ça ou d'autres, en tout cas une histoire que vous préférez. Il y en a beaucoup, mais puisqu'on évoque Charles Aznavour, je ne suis jamais lassé de l'évoquer. Effectivement, tout est parti d'un geste. Il est au ski, il déteste faire du ski. Il a amené sa petite famille là-bas parce qu'il faut bien quand même que de temps en temps ils prennent des vacances. Je crois que le mot vacances était un mot grossier pour Charles. Et il est sur une chaise longue en train de prendre le soleil. Et il revoit le visage de son régisseur, Androuchka, qui a une drôle de façon de fumer. Il fume avec la main comme ça sous le menton, une manière très très efféminée de tenir sa cigarette. Et en partant de ce geste, il imagine la vie de ce régisseur qu'il connaît un petit peu et il se dit que effectivement, dans la France de 1972, dans cette France pompidolienne, souvent l'homosexualité est raillée et brocardée de façon pas très douce, quoi. Les seuls homosexuels qui ont droit de citer à la télévision, vous avez Jacques Chazot, qui est souvent d'ailleurs moqué dans ses émissions, qui est invité non pas en tant que grand artiste, le grand artiste qu'il est, mais en tant qu'homosexuel. Il se dit, tiens, il y a peut-être une autre chanson à faire pour redonner une dignité à tous ces gens-là. Et cette chanson, je pense qu'elle a permis à des tas de gens de respirer sur leurs deux poumons. Il y a des tas d'homosexuels dans des provinces qui se vivaient cachés, qui n'osaient pas avouer à leur famille, à leur entourage professionnel quelles étaient leurs préférences sexuelles et qui ont pu enfin assumer qui ils étaient. Merci pour ce joli souvenir, cette belle anecdote, Frédéric Zetoun. Vous démarrez cet ouvrage avec 2 phrases que je voulais absolument citer à tous ces auteurs qui m'ont donné envie d'écrire et à la vie qui m'a bien souvent donné l'envie de chanter. Je recommande cet ouvrage, une véritable déclaration d'amour au patrimoine amoureux de la chanson qu'on peut découvrir, donc le dictionnaire jubilatoire des chansons d'amour aux éditions HarperCollins. La dernière question que j'ai envie de vous poser, puisqu'on parle d'amour, c'est quelle est votre chanson d'amour à vous préférée, Frédéric Zetoun? On l'écoutera pour terminer cette émission sans doute. Pas à vous, pas à vous, une voilà, quand vous pensez à la chanson d'amour, c'est celle-là. Alors, je sais pas si c'est ma préférée, mais la plus talentueuse, parce qu'il n'a jamais mis le mot amour, il n'a jamais parlé d'amour dans cette chanson, il n'a jamais écrit le mot amour, c'est Sache que je, de Jean-Jacques Goldman. Comment dire je t'aime sans jamais le dire? Eh bien, on l'écoutera à la fin de cette émission. Allez, je sais que vous aimez le théâtre. Oui. David Schweger nous y emmène tout droit. Au théâtre.
Bonjour David. Bonjour Cyrielle et bonjour Frédéric Zetoun. Bonjour. Alors pour votre venue, pour la présentation, elle rigole, elle sait déjà ce qu'il attend. Alors, J'ai pas lu, je pour promets. votre venue, pour la présentation notamment de votre dictionnaire jubilatoire de la chanson d'amour, il me fallait nécessairement aller trouver un spectacle de musical parlant de chansons françaises. Mais que servir au grand Frédéric Zetoun qui souhaite une valeur sûre et digne de son futur rôle de membre du conseil de surveillance de la SACEM. Oui, je lis votre Facebook, monsieur Zetoun. Je ne suis pas élu encore. hein. Pas encore, mais je Ça fais ne votre serait tardé. campagne. Je fais votre campagne. Merci beaucoup. Donc, commença pour moi une semaine de drame cornélien. Fallait-il prendre le parti des modernes et faire la chronique du dernier spectacle du Lido, Titanic, consacré au tube de Céline Dion, la diva québécoise incontestée et interprète de l'hymne à l'amour aux Jeux Olympiques, ou lui préférer l'original et faire le choix austère des anciens avec le spectacle L'hymne à Edith, consacré au théâtre du Nord-Ouest à l'irremplaçable Edith Piaf. Je tentais de sonder la volonté de l'impératrice de la bande FM, je le resserre parce que je sens qu'elle aime ça, à ma droite, qui, comme toute bonne impératrice, me répondit « Tu te L'impératrice, démerdes ». l'impératrice, ça lui va très bien. Vous êtes d'accord? Vous avez entendu ce qu'il vient de dire, Frédéric Zetoun? Il a dit que je lui ai répondu, tu te démerdes. C'est terrible. C'est faux. C'est honteux. Je la fais parler. Alors, que voulez-vous? Comme tout lycéen qui a fait latin en terminale, comme tout professeur qui se respecte, comme toute personne hésitant pour le choix de sa table entre Cyril Lignac et Pierre Gagnère, je suggère cela en vue d'un éventuel dîner de fin de saison. On ira chez Denis Ambroisi. Voilà. J'ai fait le choix des anciens et je suis allé au théâtre du Nord-Ouest prendre des bonnes nouvelles d'Edith Piaf. Allez, on a envie forcément d'en savoir plus. On s'est dit que ça vous plairait, Frédéric Zetoun. Eh bien, Cyrielle, une comédienne et chanteuse remarquable, Véronique Daniel, après avoir livré déjà sur cette même scène du théâtre du Nord-Ouest qui fut jadis un cabaret où chante à Piaf, un spectacle sur Juliette Grégo, l'Indocile, Marguerite Duras sous la musique du désir, sur Barbara, J'ai peur mais j'avance, ou encore sur Simone de Beauvoir, Une femme éprise de liberté, se glisse avec une aisance remarquable dans la petite robe noire de la grande Edith. Pendant 1h10, elle nous fait le bonheur d'enchaîner les moments de récit de la vie de la petite Edith depuis ses débuts dans la misère à Belleville, confiée par sa mère Lina Marsa aux soins de sa grand-mère, enfant de la balle, née d'une famille de 2 générations d'artistes acrobates saltimbanques, à ses premiers concerts avec Simone Berthaud, dite Momone, en passant par le début du succès à Bobino ou la rencontre du jeune Yves Montand en 44 au Moulin Rouge. D'autres passages épiques de sa vie sont parcourus bien sûr, comment ne pas évoquer l'éblouissement de la rencontre avec Marcel Cerdan ou la coopération mythique avec les compagnons de la chanson dont on vient de perdre le dernier. Bref, je ne spoile pas, pour parler la langue des jeunes, tout le spectacle, car il est encore question d'Aznavour, de Carnegie Hall, etc. Mais il est une belle et subtile alliance entre le récit biographique et l'écoute des grands succès de la môme, depuis l'hymne à l'amour jusqu'à Je ne regrette rien. Un mot sur la mise en scène, David. Oui, Cyrielle, car il faut rendre hommage au travail de Véronique Daniel qui s'est elle-même mise en scène dans un spectacle dont l'épure n'est pas pour peu dans son succès. Pendant 1h10, jouant de ses incontestables talents de comédienne, elle n'incarne pas, elle est Piaf, épousant les moindres mimiques, les moindres gestes, les moindres tremblements de l'immense chanteuse. On avait déjà découvert Véronique Daniel, comédienne protéiforme, incarnant Barbara avec le même incroyable talent de métamorphose. Mais là, quel numéro! Avec la voix qui suit, bien sûr, et qui arrive à rendre à la gouaille de la môme Piaf toute son incroyable émotion du grand art. Waouh. Pour conclure, David Schweiger, j'imagine que ça vous plaît. Alors là, en c'est conclusion, tellement, je me félicite d'avoir fait le oui. choix des anciens et je le recommande à tous nos auditeurs qui ont envie de redécouvrir au théâtre et non au cinéma avec Marion Cotillard l'incroyable densité de vie mais aussi de voix, de celle dont Jean Cocteau disait « Je n'ai jamais connu d'être moins économe de son art. Elle ne le dépensait pas, elle le prodiguait, elle en jetait l'or par les fenêtres. » Allez donc au théâtre du Nord-Ouest pour entendre un peu de l'or, de la voix et de l'âme, de la môme. Waouh, ça donne envie. C'est écrit ça. Ah, vous avez vu ça? Merci beaucoup David Schweiger. Je rappelle que donc l'hymne à Edith de Véronique Daniel est mise en scène par Véronique Daniel, se joue au théâtre du Nord-Ouest du 4 au 13 juin encore. Il faut y aller, on l'a compris évidemment. Allez, tout de suite, c'est l'édito de Madar. Le billet du jour. Et c'est l'heure de retrouver Samuel Madar, plus connu sous le nom de l'édito de Madar sur les réseaux sociaux. Bonjour Samuel. Bonjour Cyrielle, bonjour Monsieur Zetoun. Alors Bonjour. aujourd'hui, un coup de gueule. Un coup de gueule à tous ceux qui ont oublié. Aux artistes, aux élus, aux intellectuels à géométrie variable, à Emmanuel Macron, à tous ceux qui, ces dernières semaines,
ont osé parler de génocide à Gaza, de camps de concentration, de soldats nazis en parlant d'Israël. J'ai une question. Avez-vous déjà oublié ? Le 7 octobre 2023, un samedi, il faisait beau, c'était Shabbat, une fête juive. À 6h29 du matin, la frontière a cédé et l'inhumanité s'est engouffrée. Des milliers de djihadistes du Hamas ont traversé, ainsi que des civils. Ils n'ont pas riposté. Ils n'ont pas résisté. Ils n'ont pas riposté ni résisté, ils ont violé, égorgé, brûlé, mutilé. Et ils ont filmé. Et ils ont souri. Oui, souri. Avez-vous déjà oublié ? Quand ils traînaient une femme par les cheveux dans une Jeep, quand ils tiraient sur des civils qui tentaient de fuir, quand ils appelaient leur mère pour lui dire « Maman, j'ai tué 10 juifs. Tu es fière de moi ?» Avez-vous déjà oublié ? Au festival de musique, Nova, c'était un carnage. Des jeunes massacrés, des femmes violées à mort, des enfants assassinés, des grands-mères criblées de balles dans leur salon. Avez-vous déjà oublié ? Tout ça n'est pas une rumeur. Tout ça est documenté. Les vidéos existent. Les corps ont parlé. Les survivants ont raconté. Et malgré tout, vous avez détourné les yeux. À vous, artistes engagés. Vous qui prétendiez ne pas vouloir choisir de camp. Comme si c'était honteux de soutenir des victimes israéliennes. Non, ce n'était pas honteux. Ce n'était pas compliqué. C'était une barbarie. Filmée en direct. Et vous n'avez rien dit. Pas un mot. À vous, élus de gauche. Vous comparez Tsahal à l'armée nazie, Gaza à Auschwitz. Auschwitz, c'est là où on parquait les Juifs pour les exterminer. Gaza, c'est là où les terroristes du Hamas planquent leurs roquettes sous les berceaux. Faire cette comparaison, ce n'est pas une maladresse. C'est une complicité morale. Et vous, Emmanuel Macron, vous dénoncez des disproportions. Vous appelez à la retenue. Vous n'osez pas dire si c'est un génocide ou non. Mais où est passé le président qui appelait à une coalition internationale contre le Hamas ? Où est le président qui affirmait que ça n'était pas le moment de reconnaître un État palestinien ? Qu'êtes-vous donc devenu ? Je ne minimise rien, je tiens à le préciser. Je remets juste les choses à l'endroit. Il y a des civils qui souffrent à Gaza. Ce qui s'y passe est absolument tragique. Oui, c'est dramatique. Mais si cette guerre existe, c'est parce que le Hamas l'a voulu. Provoqué, planifié. Parce qu'il utilise son propre peuple comme bouclier humain. Alors, non. Israël n'est pas coupable d'un génocide. Non. Israël n'est pas nazi. Non. Gaza n'est pas Auschwitz. Et si vous osez dire le contraire, c'est que vous avez oublié, ou pire, que vous avez choisi d'oublier. Rien à rajouter. Rien à rajouter, je ne savais pas que vous alliez dire ça, et c'est marrant, on a l'impression qu'on s'était téléphoné avant. Exactement, quoi. Sans se concerter, je vous ai écouté tout à l'heure et je me disais, il va tout dire, j'ai plus rien à dire. C'est preuve que voilà, le courant de pensée est le même et sans doute que c'est la vérité. Merci beaucoup Samuel Madar, alias l'édito de Madar. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Comme toujours à la fin de cette émission, Frédéric Zetoun, c'est votre portrait aujourd'hui dans les yeux de Joseph Agostini. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle. Bonjour Frédéric. Alors, angoissé, fidèle, loyal, je dirais cyclotimique de la douceur et de la rêverie, Frédéric Zetoun, qui a passé 60 ans au monde au second degré et qui n'a donc pas besoin de changer de psychanalyste, c'est QFD. Donc il y a des jours avec, il y a des jours sans, mais il y a une aptitude au bonheur, comme un fil rouge, une aptitude à faire des chansons de tout, de rien, pour les autres, pour soi-même. Des jours qui réunissent Michel Thor et Louis Bertignac. Alors rien que pour ça,
ça, vraiment bravo, et qui regrette un monde avec Morane qui donnerait toute sa mesure au talent de Frédéric François. Pourquoi pas, je me suis surpris à rêver un duo Morane-Frédéric François écrit par Frédéric Zetoun. Pourquoi pas, je suis même, enfin je suis pas certain, elle n'est plus là, mais c'est typiquement le genre d'artiste qui aurait aimé faire ça. Oui. Alors Frédéric Zetoun, vous avez rendu hommage à la volupté de vivre tout au long de cette émission, une volupté qui nous permet de dépasser le musée des horreurs, la barbarie revendiquée, qui ne met pas le tapis sur les atrocités, qui les revendique, au contraire. Je dirais que vous avez été déporté vers d'autres rivages, vous, ceux de la paix tout simplement, hein. Pourquoi pas, c'est pas un mot... c'est pas un mot grossier. Voilà, hein, c'est pas un mot, c'est pas péché que de le dire. Vous arrivez avec votre perfecto rouge pour imaginer, pour composer la paix, pour donner les mots à la constance, à la simplicité, à tout ce qui donne corps à notre âme finalement. Une âme un peu comparable à celle de Gilles Taïeb, une âme jubilatoire que renferme au fond chaque chanson d'amour, qui ne s'incarne pas vraiment dans une personne mais plutôt dans une musique. Alors que cette âme continue de voguer sous les cieux plus sereins, de se lever, de s'envoler, pourvu que ça dure, votre volupté d'aimer et de vivre. Merci beaucoup, c'est très joli, merci. Merci beaucoup Joseph Agostini, notre psychologue et psychanalyste que l'on retrouve toutes les semaines sur Radio J et tous les dimanches depuis cette année sur RTL dans Parlons-nous de 23h à 1h. Radio J. C'est la fin de cette émission avec vous, Frédéric Zetoun. Merci beaucoup, c'est passé vite. Hein. Merci à vous, Cyrielle. C'est toujours un bonheur d'être. Je dis pas ça, j'ai pas de cirage avec moi, j'ai pas de brosse à reluire. Des émissions où vous sentez accueilli, où l'émission a été préparée. C'est pas si courant que ça, je vous assure. Je fais pas mal de promos en ce moment. Vraiment, merci à vous. Merci à vous d'être venu nous voir pour nous parler de votre nouvel album, Les Souvenirs de Demain, en tournée, et puis notamment de votre concert le 22 juin au Casino de Paris, la sortie du dictionnaire jubilatoire des chansons d'amour aux éditions HarperCollins. On se donne rendez-vous évidemment mercredi prochain, puisqu'elle a fête à 15h avec Olivia Catan pour son roman Le sens de nos vies aux éditions Les Impliqués. Merci beaucoup à Rose Louvry-Buot pour l'aide à la préparation de cette émission. À mercredi, merci à tous et votre écoute également précieuse sur Radio J.